on va passer tout de suite à la première table ronde. J'appelle les participants à la première table ronde, puisque, donc, en 2 mots, on va voir comment apprendre à apprendre, à la fois à l'école, mais aussi à l'université et au lycée. Franck Courrier, allez-y. Et donc, le premier point qu'on va couvrir là tout de suite, ça sera Ange, Serge, voilà. Ce sera le débat. Parce que on a, dans les 3 interventions que vous avez entendues, il a été question pas mal de savoir face aux opinions, c'est-à-dire grosso modo, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je veux défendre et qu'est-ce que je sais pour vrai, comme dit Descartes. Et là, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. La première manière, cette table ronde, ça va être comment on fait rentrer le débat dans la salle de classe. C'est-à-dire comment est-ce que le débat citoyen, qui est si important aujourd'hui, nourri normalement par de l'information et de la science, comment est-ce qu'il peut aller dans la salle de classe. Alors, on a, pour parler de ça, Ange Ansour, qui est responsable du programme Les Aventuriers au Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, à Paris. Serge Barbet, le directeur délégué du CLEMI, qui s'occupe de l'éducation aux médias. Et puis, Monsieur Franck Courrier, proviseur du lycée polyvalent François Mansart de Thizy, dans le Rhône. Alors, on va commencer par vous, monsieur le proviseur. Comment ça se passe chez vous, très concrètement? Comment est-ce qu'on fait rentrer le débat public dans la classe? Alors, très concrètement, le débat public ne commence pas nécessairement dans la classe et il ne s'arrête jamais et il commence toujours. Si je dresse un portrait de tout ce qui peut se passer, arriver dans un lycée, je dirais que dans un premier temps, je rappelle dans un premier temps que le débat est un objet d'enseignement, est un objet d'accompagnement. Les orateurs précédents ont bien rappelé que depuis Socrate, Platon, l'Antiquité et au moins jusqu'au XVIIIe siècle, l'esthétique du dialogue, du débat et de la nécessité de savoir construire son argumentation est un puits dans lequel on puise toujours aujourd'hui en 2018 une grande partie de notre enseignement. Donc le débat est déjà un objet d'enseignement, un savoir qui est inscrit depuis bien longtemps dans les objectifs de l'éducation nationale. Alors le débat est aussi présent au-delà du cours traditionnel de philosophie ou du cours de français. Il s'est étendu à d'autres disciplines, puisque la plupart des disciplines se sont quand même vues confrontées à des problèmes d'épistémologie, d'assises des savoirs, et qui est l'objet très intéressant pour les classes et les enseignants de débats ponctuels sur tel ou tel sujet. Donc on a des élèves qui, maintenant depuis le collège, l'argumentation est toujours un point fort des programmes de collège et qui a été renforcé lors de la dernière réforme. Nos élèves, depuis le collège et encore aujourd'hui au lycée, sont sensibilisés à ça. On leur enseigne toute cette posture, toutes ces postures intellectuelles. Mais le débat, il existe aussi dans les lycées ou dans les collèges d'une manière plus irrégulière, plus impromptue et plus diffuse et parfois plus sournoise. On a des instances, par exemple. On a des instances comme la vie scolaire, avec des objectifs comme la citoyenneté, qui inclut nécessairement le débat en tant que pratique, pas forcément quotidienne, pas forcément hebdomadaire, mais régulière, et qui doivent permettre aux élèves d'avancer. Donc une vie scolaire qui a aujourd'hui comme mission très très claire de devoir former à la citoyenneté, pas toute seule, avec toute la communauté pédagogique et éducative,
à la citoyenneté, et le débat est un moyen pour arriver à atteindre ces objectifs. Nous avons aujourd'hui également dans nos CDI des professeurs documentalistes dont une des missions essentielles, c'est écrit aujourd'hui noir sur blanc dans les textes de cadrage, est de travailler avec tous les élèves de l'établissement, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur filière ou leur spécialité, doivent travailler sur cette quête d'information, sa vérification, sur l'acquisition de cet esprit critique. Et tout cela se fait au fil de l'eau, un peu tous les jours, au fil des séances et des séquences. Et puis des fois, le débat, il arrive dans le lycée d'une manière un peu inattendue, un peu surprenante, parfois à l'occasion d'événements plutôt tragiques. Je rappellerai juste un exemple qui remonte à novembre 2015, à la suite de la vague d'attentats dont la France a été la cible. Il y a eu spontanément, de la part de l'équipe des enseignants et de la part de certains élèves, une appropriation de l'actualité, d'une actualité douloureuse, par le débat, par l'échange. Que s'est-il passé ? Essayer de comprendre ces événements choquants par l'échange, par le débat, l'argumentation, même si il y en avait des postures d'opinion qui, bien sûr, faisaient l'unanimité, mais les échanges étaient nécessaires. Et aussi débat sur le lycée dans toute cette affaire. Le nouveau regard sur le lycée, avec des craintes, voire des peurs, avec un quotidien qui devra être fait de vigilance, de protection, des nouvelles postures à avoir dans un établissement scolaire. Et le débat a permis cette appropriation. Alors, je terminerai en disant que le débat, c'est aussi un mode de socialisation pour nous tous, de contact à l'autre, de relations sociales, que l'on soit adulte, que l'on soit élève, que l'on soit collégien, qu'on soit lycéen. Nous sommes une grande partie de chacune de nos journées dans le débat. Alors même si pour nos collégiens ou nos lycéens, des fois le débat peut porter sur les performances de l'équipe de France de football ou la dernière coupe de cheveux de la chanteuse à la mode, des fois ça prend quand même des sujets qui, entre eux, les lycéens, j'aime beaucoup écouter, c'est pas bien, mais les conversations des lycéens dans les couloirs, dans la cour de récréation, quand la porte de mon bureau est ouverte et qu'ils ne se doutent pas que j'ai lâché mon crayon et que je tends l'oreille. Les lycéens parlent et débattent sur leur orientation, sur leur avenir, sur tel ou tel point de l'actualité. Mais là, je vois bien que parfois l'assise de ces échanges, de ces débats qui se font dans un très bon état d'esprit, pose la question qui a été posée longuement précédemment, donc je ne vais pas y revenir, sur la connaissance, le savoir, sur quel point d'argumentation le débat va pouvoir reposer, qu'il soit informel dans le couloir du lycée, qu'il soit beaucoup plus formel et accompagné au CDI, dans une salle de classe, dans les travaux du CVL, ou qu'il soit carrément l'objet d'un travail et éventuellement d'une évaluation. Donc tout ça nous interroge fortement dans l'éducation nationale, dans les lycées et en particulier dans celui dans lequel je travaille. On a un enseignement d'exploration en seconde qui depuis longtemps tourne autour de deux thématiques, qui est celle de l'information et sa vérification avant d'en être un média soi-même, puisque tout individu peut être un média lui-même. L'information et puis la capacité à débattre, donc une capacité à écouter, qui s'est perdue un petit peu au fil des années ou des décennies. J'essaye parfois de regarder des débats
télévisuel notamment. Alors je dis bien j'essaye parce que j'arrête souvent au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, puisqu'on a 6 invités. Il y en a 5 qui parlent en même temps. Moi, je ne m'y retrouve pas. Et je me demande comment des téléspectateurs peuvent s'y retrouver, et en particulier des jeunes qui sont en train de construire leur repère. Donc j'insiste moi beaucoup sur cette question d'écoute, et de capacité à écouter et de faire sien ou sienne la pensée de l'autre, et de rebondir, tout ça dans une liberté d'expression, mais avec une capacité véritable à convaincre. Donc des nouveaux enjeux pour nous, sur l'information, sur le statut du savoir, sur des questions épistémologiques qui ne se posaient pas, peut-être, il y a 10 ou 15 ans, et qui se posent aujourd'hui, et c'est très bien, c'est très sain pour une communauté éducative et enseignante de se reposer la question de qu'est-ce que j'enseigne et comment j'ai vérifié ou non la validité de ce que j'enseigne. Il y a de ça de nombreuses années, j'étais enseignant, et je ne me posais pas forcément la question d'une manière systématique. Et aujourd'hui, ces questions-là soient l'objet d'un colloque, d'une réflexion, d'un renforcement des programmes, et l'objet d'une politique éducative, me semble tout à fait opportun. L'éducation nationale doit là relever des nouveaux défis. Ça se fait sans inquiétude. Tous les enseignants, les collèges, les lycées sont capables de relever ce défi-là. Ça veut dire qu'il y a un travail un petit peu différent, avec des contenus différents au sein des équipes pédagogiques, qu'il doit y avoir un lien renforcé entre la recherche scientifique, la science et l'enseignement. Ces liens se sont peut-être un petit peu trop distendus ces dernières années. Et je pense que la question de l'épistémologie doit faire partie véritablement d'une réflexion lorsqu'on veut devenir enseignant. Donc c'est la question aussi du recrutement des enseignants, de leur formation initiale et de leur formation continue. Et être en mesure de comprendre et de transmettre à ses élèves en quoi le débat peut désamorcer bien des conflits, des malentendus, des fake news, mais ça ne s'acquiert pas naturellement. Voilà, l'histoire, notre histoire, l'histoire de notre civilisation le montre. Dès qu'on perd un petit peu de vigilance par rapport à ça, dès qu'apparaissent des nouveaux médias qui pourraient nous échapper, qui vont beaucoup plus vite que nous, qui essayons de poser des cadres, on se fait distancer. Donc il y a une vraie vigilance à avoir, mais j'ai toute confiance dans l'institution scolaire pour y faire face. Alors vous avez parlé des nouveaux médias, justement, je voudrais passer la parole à Serge Barbet, parce que en tant que directeur délégué vous avez votre micro ici, directeur délégué du Clémy, donc vous êtes dans l'éducation aux médias. Là, on a parlé de débats, et c'est souvent des débats autour de j'ai lu quelque part, j'ai vu une vidéo voilà. Donc il y a eu une production de médias qui ont produit quelque chose qui va être au cœur d'un débat ou au cœur d'une discussion, au cœur de doutes, de quelquefois quelque chose assez agressif parfois. Comment l'éducation aux médias, comment vous situez votre action à vous dans cet ensemble-là? Mon micro fonctionne, tout le monde m'entend bien, parfait. Beaucoup de choses viennent d'être dites, qui se complètent, qui se recoupent, qui montrent finalement que la question du débat qui nous réunit, effectivement, fait partie aujourd'hui des programmes, de la mission de l'éducation à la citoyenneté de l'école. Et donc, évidemment, il faut mettre un peu en perspective ce sujet du débat, parce que l'intitulé même ce matin de notre réunion, c'est comment apporter le débat dans la classe, comment faire entrer le débat dans la classe. Et quand j'ai lu ce thème, au début, j'ai plutôt souri, parce que je pensais, alors moi qui suis né en 71, j'étais un peu dans la perception que c'était pas une injonction
que les institutions pouvaient faire à l'école, en lui disant, toi, l'école, il faut que tu organises le débat. Mais j'ai plutôt pensé que c'était une aspiration sociale forte qui pouvait donner l'objet de lutte et de revendication. Et je sais que la jeunesse ne manque pas d'engagement et de volonté de s'exprimer. Et je crois que le nerf de la démocratie, c'est la libre expression. Et que l'enjeu de l'école, c'est de donner les moyens, d'outiller finalement la génération des jeunes à pouvoir s'exprimer. Je crois que c'est un enjeu de citoyenneté aujourd'hui qui est au cœur même des enjeux de démocratie, dans une période où l'on voit bien qu'il y a des dérégulations fortes et que ces dérégulations sont à la fois le fait d'un processus historique, d'évolution technologique, et effectivement, face à ces évolutions majeures, de dérèglement de l'information, comme on peut avoir un dérèglement climatique, je dirais, avec des conséquences finalement qui peuvent parfois se ressembler, entraînant effectivement des catastrophes. Et on a parlé tout à l'heure des élections américaines, et il est vrai qu'il y a aujourd'hui cet enjeu véritable qui est concret, qu'on a sous les yeux. On a aujourd'hui un retour d'expérience sur les enjeux de l'information à l'ère des sociétés numériques. Donc mon propos va se porter là-dessus, parce qu'on voit bien qu'on est sur les enjeux du débat démocratique, du débat citoyen, de la formation de citoyens libres et éclairés, qui est une mission fondamentale de l'école. Et on voit bien que parfois il peut y avoir des résistances, des freins, et donc il nous faut savoir pouvoir expliquer où se situent ces résistances et ces freins. Parce que l'école, en tant qu'institution, n'a pas toujours désiré le débat. Elle l'a parfois craint et continue parfois de le craindre. Et j'avais pris quelques notes, je disais quel ministre, fût-il de gauche ou de droite, progressiste ou conservateur, n'a pas employé de façon très précise le terme « sanctuariser l'école ». Et souvent dans un débat public qui consistait à dire qu'on allait sanctuariser l'école, non pas, on va dire, pour en faire le temple de la transmission des connaissances, des apprentissages, mais aussi pour la préserver, quelque part pour la protéger des débats qui pouvaient agiter la société. Et effectivement, on a cette contradiction apparente qui est intéressante de dire effectivement comment l'école peut assumer ce rôle-là sans effectivement donner le sentiment qu'elle serait fermée à la société et qu'elle n'aurait pas son rôle à jouer dans effectivement cet apprentissage du débat démocratique. Et de ce point de vue-là, le Clémy est une petite institution, hein, c'est une équipe de 20 personnes à Paris, avec des coordonnateurs dans toutes les académies. Je salue ceux de Dijon et de Besançon et de Lyon qui sont présents parmi nous. Et quand le Clémy a été créé il y a 35 ans, il y avait des réticences, comme toutes les innovations pédagogiques, il y avait une réticence de dire mais qui sont ces gens, ces personnes un peu agitées qui veulent faire entrer la presse à l'école? L'école, c'est le lieu de transmission des savoirs, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. La presse n'a pas sa place dans l'école. Et effectivement, il y a eu ces réticences qui se sont exprimées, et comme à chaque fois qu'il y a une volonté d'ouverture, et puis d'expérimenter, de tenter des expériences pédagogiques un peu nouvelles, eh ben, il y a effectivement ces freins à lever, et c'est ce qu'ont fait un certain nombre, et c'est ce que font aujourd'hui un grand nombre, quelques 40 années plus tard, d'enseignants et puis d'acteurs de l'éducation au sens large. Et ça veut dire que on s'est rendu compte à l'époque, au moment de la création du Clémy, il y a 35 ans, qu'on était dans les apprentissages et que sortaient de l'école des élèves à l'âge de la majorité avec une carte électorale, mais qui ne savaient pas forcément se repérer effectivement face aux enjeux démocratiques, face à la question du vote, face à la question de la lecture critique de l'information dans des périodes sensibles comme les périodes électorales. Et je crois pouvoir dire que nous sommes plus de 35 ans après, et le défi, aujourd'hui, il est totalement décuplé par rapport à cette problématique. Alors, on se situe, il y a 35 ans, on fait entrer effectivement de façon concrète avec un outil qui s'appelle le Clémy, cette éducation aux médias et à l'information à l'école. On a des débats très très forts, et le questionnement à l'époque, il y a 35 ans, je rappelle, on n'est pas encore dans la société numérique, il n'y a pas encore eu cette révolution. Les médias on les compte sur les doigts d'une main, de deux mains si on rajoute les radios. Et la grande crainte de l'époque, c'est de dire, effectivement aussi, le message sous-jacent, c'était derrière cette entrée des médias dans l'école,
qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va faire, sachant que ces sociétés de l'information et de la communication, on parle alors des autoroutes de l'information, vont forcément avoir un impact sur les processus démocratiques. Donc il y a ces grandes interrogations. Et si je transpose à l'ère d'aujourd'hui, je dirais que cette question fondamentale, elle est démultipliée par des milliers, voire par des millions. C'est-à-dire que nous sommes entrés effectivement aujourd'hui dans des transformations profondes qui sont effectivement les questions du numérique. Et donc, quel débat démocratique organisé à partir du moment où les outils d'information, de partage de l'information et de compréhension des enjeux de société sont totalement aujourd'hui individuels, où l'information arrive sur les smartphones, sur les applications, sur les réseaux sociaux auprès de jeunes qui finalement vont se retrouver dans un exercice de grande solitude pour pouvoir effectivement les recevoir. Quelle perception on peut avoir d'une information dès lors qu'elle n'est plus partagée, analysée, disséquée en famille, dans des groupes effectivement de discussion qui nous permettent effectivement là aussi d'organiser un débat serein et apaisé pour comprendre les enjeux de ce qui vient de nous arriver en termes d'information. Alors ces questions, vous avez dit, monsieur le proviseur, tout à l'heure, qu'elles se sont posées effectivement à l'institution scolaire, à tous les établissements et à tous les enseignants, de façon très tragique et cruelle au moment de novembre. Je remonte à janvier 2015, parce que véritablement, je crois que le 7 janvier 2015, c'est la tuerie de Charlie Hebdo, c'est l'hypercachère, c'est nos forces de l'ordre atteintes dans leur chair, et je crois qu'il faut situer effectivement la mobilisation de l'institution scolaire à ce moment-là dans la réponse qu'elle a souhaité effectivement apporter. Parce que ça a été quelque chose d'extrêmement puissant. Il n'est pas commun dans l'histoire et il faut tout examiner à cette lueur-là, de voir une rédaction entière décimée, assassinée, dans une grande démocratie comme la France. Et je crois que c'est à partir de là que c'est l'école qui a été questionnée. Et pour reprendre effectivement un petit peu le propos que j'ai, c'est pas l'école, n'importe quelle école qui a été questionnée. À ce moment-là, c'est l'école du XXIe siècle, c'est l'école dans son environnement numérique total, et c'est effectivement, par exemple, un penseur qui va écrire à ce moment-là, c'est une citation, toujours bienvenue dans les présentations, mais dans un monde où les images circulent comme les extraits isolés d'une histoire complexe, les spectateurs, notamment les plus jeunes, doivent construire le fil des événements, parfois même à chercher les enjeux complexes qui se trament derrière l'acte tragique d'une tuerie. Et je crois que ce type d'approche, aujourd'hui, qui met en perspective nos propres capacités collectives, vous les jeunes, les collégiens, les lycéens, et nous les adultes et les éducateurs et les enseignants, à pouvoir partager et analyser, disséquer ensemble ce qui s'est passé, en comprendre les tenants et les aboutissants, c'est un des enjeux aujourd'hui de l'école qui n'est pas seule dans cette mission, bien évidemment, mais qui doit se trouver en première ligne, parce que l'école, c'est le lieu qui va s'adresser effectivement à toute une classe d'âge, à toute une génération en même temps, sans exclusive. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, un des grands défis qui est devant nous, c'est effectivement de pouvoir organiser les apprentissages du débat. Alors, je ne vais pas revenir, parce que je crois qu'on a assez dit à quoi ça servait d'apprendre à débattre à l'école, mais effectivement, il y a plusieurs dimensions, de saisir les enjeux moraux qu'il peut y avoir autour du sujet d'un débat qu'on va organiser. Il y a effectivement aborder la complexité du thème, ça veut dire qu'il y a des enjeux cognitifs forts qui interviennent. Il y a la question psychologique aussi, de savoir exprimer ses émotions en public. Et effectivement, une question passionnelle, et on le voit, l'école craint les questions trop passionnelles, et c'est bien normal, parce qu'elles peuvent donner à des oppositions de principe, voire à des oppositions radicales, qui peuvent effectivement donner lieu à des conflits, et ne pas effectivement atteindre les objectifs pédagogiques qu'on va organiser autour de l'organisation d'un débat à l'école. Donc, les objectifs, je vais les passer très vite. Les compétences, on les retrouve effectivement dans l'éducation aux médias, dans l'apprentissage des différents points de vue, hein, c'est-à-dire comment respecter. D'abord, monsieur le proviseur, vous avez dit écouter. Je crois que c'est une des dimensions fondamentales, l'apprentissage de l'écoute, effectivement, l'apprentissage des points de vue différents, effectivement, dans la compréhension des enjeux, par exemple, médiatiques, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Nous menons avec le Clémy un grand nombre d'interventions avec les enseignants dans les établissements sur les enjeux fondamentaux de la pluralité des médias. Je crois qu'on a là effectivement quelque chose qui est au cœur de l'enjeu du débat, de pouvoir accepter
qu'une information, elle est respectable, même si on n'en partage pas forcément le contenu, ou en tout cas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire apprendre qu'il n'y a pas finalement une vérité unique et absolue, mais qu'il y a des points de vue différents qui peuvent s'exprimer, être respectés, et puis ensuite donner lieu à un débat contradictoire pour faire germer effectivement une pensée objective. Et je crois que là-dessus, il y a effectivement à donner les moyens aux enseignants de pouvoir effectivement mener en classe un certain nombre de projets et d'actions qui permettent finalement d'atteindre ces objectifs. Souvent, nous sommes confrontés à cette idée, à cette problématique qui est le Clémy n'a pas suffisamment de moyens, l'éducation nationale ne se donne pas suffisamment de moyens pour pouvoir aborder ces sujets-là de façon concrète. Alors là-dessus, moi, il y a quelque chose que j'adore au Clémy, c'est que d'abord, on travaille avec des experts, des universitaires, des enseignants, des journalistes, et on a par ailleurs ce réseau absolument exceptionnel de coordonnateurs dans les académies et de formateurs dans les établissements, et qui sont ces enseignants qui mènent des projets effectivement en éducation aux médias et à l'information. Et ce que j'adore voir, c'est souvent aller dans ces établissements et de voir les projets que l'on peut réaliser, de voir les compétences qu'ils mobilisent. Quand on va par exemple dans un établissement où il y a un média scolaire, je ne sais pas si parmi vous, il y a des journaux collégiens, lycéens, si vous faites dans vos établissements effectivement des projets de type web radio ou web TV pour question de moyens et de façon d'être aguerris aussi sur ces pratiques-là. Mais nous sommes en éducation aux médias et à l'information beaucoup dans ces pédagogies actives, c'est-à-dire qui mettent effectivement l'élève non pas comme spectateur du cours, mais véritablement comme acteur. Et donc là, on aborde effectivement un certain nombre de compétences qui ne vont pas s'entrechoquer avec les disciplines fondamentales, bien au contraire, elles sont complémentaires de l'écriture, de la lecture, mais elles ajoutent effectivement à toutes ces compétences une compétence de prise de confiance en soi, d'estime de soi, de capacité de s'exprimer à l'oral, toutes ces compétences qui sont effectivement celles de l'éloquence, du débat public et effectivement de la formation des citoyens. Alors, je veux juste terminer, pour aller vite, sur un sujet qui est extrêmement important. J'ai dit que nous avions effectivement changé d'air et qu'aujourd'hui, on a effectivement, face à ces transformations induites par l'émergence des outils numériques, des transformations qui sont radicales et qui effectivement voient les pratiques informationnelles des jeunes totalement transformées, on va dire en l'espace de quelques années, de façon exponentielle. Et ça veut dire que effectivement, on a aujourd'hui non pas des craintes, parce que je pense que avoir des peurs et avoir des craintes face à ces évolutions ne nous permettra pas d'avancer et de progresser, mais véritablement de voir la façon dont ces pratiques se développent, de voir comment effectivement les acteurs médiatiques, par exemple, eux-mêmes sont mis au défi par rapport à ces enjeux, voir leur capacité et la réponse qu'ils peuvent apporter. Alors ces défis, très très rapidement, ils interrogent effectivement la capacité des jeunes à différencier un contenu informatif au sens d'une information objectivée faite par un professionnel, un journaliste des médias, d'une information à but commercial, par exemple. Ça, ce sont des évolutions extrêmement fortes que les nouvelles pratiques nous ont montré qu'il y avait, dans une immense majorité de cas, effectivement, une incapacité à différencier effectivement ces contenus d'information d'autres constats, pour les passer très très rapidement, mais effectivement sur la crédulité à l'information, apportée à l'information en fonction de quelle est la personne qui va la partager sur tel ou tel réseau social, et effectivement une forte adhésion à des contenus partagés, non pas parce qu'ils proviennent d'une source journalistique ou médiatique, mais parce qu'elles viennent d'un ami, d'un cousin, d'une connaissance, et que je lui porte crédit a priori. Et donc il y a ces défis-là, celles qui interrogent la capacité de nos sociétés également, on l'a dit beaucoup, à préserver des manipulations de l'information sous ses formes les plus sophistiquées. Et la question donc de l'éducation aux médias là-dedans est absolument primordiale, puisque elle est centrale, par exemple, dans l'éducation aux données, à la data, dont nous percevons aujourd'hui quels sont les moyens de marchandisation de toutes les activités du champ humain. J'écoutais une information récemment où effectivement vous pourrez payer votre café ou d'autres biens de consommation à partir des données personnelles que vous céderez à tel ou tel opérateur. Donc il y a un enjeu fondamental
face également au développement des intelligences artificielles, dont nous voyons bien aujourd'hui que les avancées permettent des travestissements du réel, extrêmement puissantes, avec le phénomène des deepfakes, par exemple, qui sont extrêmement préoccupants et dont chacun a entendu parler et dont nous pouvons interroger sur les manipulations de l'information qu'elles peuvent générer. Donc nous voyons bien effectivement aujourd'hui qu'il y a énormément de transformations. Face à ces transformations, ce sont autant de défis pour l'institution scolaire en lien avec tous ses partenaires. La particularité, je dirais même le particularisme du CLEMI, c'est d'avoir dans son ADN cette fonction du partenariat. Nous sommes effectivement le lien entre le monde de l'éducation et le monde des acteurs de l'information et des médias. Nous organisons des formations, je passe très rapidement pour les enseignants, nous produisons ou coproduisons des ressources pédagogiques pour les accompagner dans leur mission, et puis nous animons un certain nombre d'actions éducatives, dont la plus importante, et j'espère que parmi vous, certains la connaissent ou en tout cas y participent, et si ce n'est pas le cas, ils pourront le faire pour la 30e édition, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école qui aura lieu du 18 au 23 mars. Voilà, j'étais très long, j'en suis désolé, mais voilà. On reviendra sur un certain nombre de points. Alors, vous avez parlé des médias à l'école, il y a la question aussi de la science, c'est-à-dire de la recherche, de la formation à l'esprit scientifique, à l'esprit critique, mais aussi à l'esprit scientifique. Et alors, Jean Sourd s'occupe avec les Saventuriers de justement faire rentrer la recherche à l'école. Parlez-nous-en un peu. Bonjour, déjà je suis ravie d'être parmi vous parce que dans cet amphi, il y a un concentré des Saventuriers. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants, il y a des chercheurs et surtout il y a beaucoup d'élèves. Vous êtes nombreux là à venir de vos classes pour être parmi vous. Alors je vais commencer, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des Saventuriers et après je vais vous expliquer pourquoi ça peut vous intéresser au-delà de l'esprit scientifique, tel qu'on peut l'entendre de manière classique. Alors, que font Saventuriers et École de la Recherche? Pourquoi on parle d'école de la recherche? Vous savez, à l'école, vous travaillez avec des savoirs, on vous donne des manuels, vous apprenez des cours, et ça, dès les plus petites classes. On vous amène au musée, on vous demande d'apprendre des équations, des leçons d'histoire-géographie, mais vous faites confiance à ce qu'on vous apprend à l'école, n'est-ce pas? Oui, j'espère. C'est en ce sens-là qu'elle est un sanctuaire aussi. On fait confiance aux adultes qui nous entourent. Mais mon collègue tout à l'heure vient de dire, mais si vous lisez une information sur Internet, dans un journal, vous devez avoir l'esprit plus critique que le manuel, n'est-ce pas? Mais comment? Quels sont les outils? C'est-à-dire, je fais confiance à la leçon de géographie, mais je ne fais pas confiance sur ce que je lis à propos d'une ville, je ne sais où. Eh bien, nous, on a pensé qu'à l'école, vous, dès le plus jeune âge, parce que nous on travaille de la maternelle jusqu'au lycée, vous êtes des travailleurs du savoir au même titre que les chercheurs les plus illustres, les médecins, les journalistes, qui sont des enquêteurs aussi à leur manière. Et donc on a créé ce dispositif qui s'appelle Saventuriers École de la Recherche en 2013. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 choses. Ce dispositif est ancré dans un centre de recherche, donc on fait de la recherche, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. On fait également de la formation des éducateurs, mais pareil, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et on fait surtout des projets d'éducation par la recherche avec des élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Comment ça se passe? Alors, est-ce que les sciences, c'est uniquement des sciences exactes pour vous? Qu'est-ce que sont les sciences pour vous? Physique, j'ai entendu quelqu'un dire chimie, quoi d'autre? SVT, quoi d'autre les sciences? Maths? C'est tout? Histoire géo, ce sont des sciences aussi. La sociologie est une science. Donc il y a des sciences humaines et sociales, des sciences exactes, qui sont elles-mêmes soit des sciences expérimentales, soit des sciences formelles. Les mathématiques ne donnent pas lieu à l'expérimentation, c'est une science formelle. Donc tout ça, c'est de là que naissent les manuels. Ils viennent pas de nulle part. Les cours des profs sont nourris par ça. Et donc on a dit, voilà, on va vous donner l'expérience de vous-même, savoir comment on crée un savoir. Comment ça se fait? Quelle est la différence entre une donnée, un fait, une information, un savoir, et enfin ce qu'on fait à l'école, des connaissances? Et bien on dit, on va vous faire l'expérience. Donc chaque classe, on fait un appel à projet en fin d'année scolaire, en mai-juin, dans tout
un tas de champs disciplinaires. Ça peut être de l'astrophysique, de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, des neurosciences, enfin peu importe. Et même également sur des phénomènes comme la Smart City, qu'on travaille beaucoup avec le laboratoire d'excellence intelligence des mondes urbains basé ici à Lyon. Donc l'année dernière, il y a eu une conférence des jeunes chercheurs dans cet amphi, entre autres, auteur des aventuriers. Et puis voilà, vos enseignants, ça peut être un enseignant, plusieurs enseignants, un chef d'établissement, peu importe, inscrit les classes. Et chaque classe ou chaque projet, qui peut inclure plusieurs classes, voire un établissement, travaille avec un mentor. C'est un scientifique spécialiste du domaine. Ça peut être aussi un étudiant ou un étudiant en thèse ou en postdoc ou voire en master. Ça peut être un historien, quelqu'un qui travaille en sciences cognitives. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas de la simple démarche d'investigation. Est-ce que parmi vous, vous faites tous des TP, vous avez déjà fait des manips, vous avez fait la main à la pâte, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas exactement ça, parce que c'est une seule manière d'aborder les sciences. Nous, on veut que vous appreniez à transformer vos questions, parce que vous avez plein de questions, en questions scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous vous interrogez beaucoup, pourquoi il y a beaucoup de réfugiés en ce moment? Ou bien, pourquoi on parle, depuis une dizaine d'années, les exoplanètes sont devenus un sujet à la mode? Pourquoi? D'où est-ce que c'est surgi? Comment ces questions curieuses peuvent devenir des questions scientifiques? C'est-à-dire apprendre à problématiser. Trouver une relation entre un fait et un autre, entre un événement et pourquoi est-il devenu important à tel moment historique. Donc on vous apprend à poser des questions scientifiques à partir de votre curiosité naturelle. Et là, le mentor vous aide à créer le protocole, ce que vous faites déjà en manip. Donc on va plus loin que la manip, plus en amont. Et vous apprenez qu'on valide un savoir selon une méthodologie. Parce que comme des scientifiques, vous êtes responsable des résultats. Donc, vous menez votre enquête, vous récoltez des données et vous les interprétez. Parce qu'une donnée, c'est pas un savoir. Vous devrez apprendre à l'analyser, la comparer, la situer, la contextualiser, la quantifier, la mesurer. Plein de actes rationnels qui ont des méthodes en fonction de la discipline ou du phénomène concerné. Et après, comme des scientifiques, vous devez publier, la partager. Ça peut être partagé selon un article, un PowerPoint, à l'oral ici, comme des vrais chercheurs. Ça peut être une pièce de théâtre, une chanson, peu importe. Sauf que votre partage doit obéir aux règles canoniques de la recherche. C'est-à-dire, quelle est votre question de départ? Votre problématique. Quelle méthode vous avez? Vous devez justifier de la méthode. Comment j'ai récolté mes données? Ensuite, vous devez aussi faire de la bibliographie. Vous avez fait de la bibliographie, vous avez fait l'état de l'art. D'où est-ce que j'ai tiré tel et tel outil pour interpréter, pour donner sens à ces données? Parce qu'en plus de la méthode, de la rigueur, vous avez une responsabilité éthique. Vous allez partager lors d'un congrès de jeunes chercheurs ou sur The Conversation ou autre vos résultats. Eh bien, vous n'avez pas le droit d'induire autrui en erreur. Vous savez, il y a en ce moment tout un scandale qui secoue le CNRS. Vous savez ce que c'est le CNRS? C'est le Centre national de recherche scientifique. Parce qu'on croit qu'il y a des scientifiques très haut placés qui auraient soit par incompétence, soit intentionnellement trafiqué des résultats. Donc non seulement ce n'est pas valide scientifiquement, mais c'est grave éthiquement. On n'a pas le droit d'induire autrui en erreur. Donc vous aussi, quand vous allez publier les résultats de vos recherches, comme des enfants qui ont travaillé, des adolescents, des collégiens qui ont travaillé sur l'influence du sommeil sur la mémoire sensorielle du goût, ou bien des adolescents qui ont des enfants, cette fois-ci c'est des CE1, qui ont travaillé sur la typologie des passants qui s'arrêtent devant les vitrines d'un magasin qui s'appelle Tati dans le 19e arrondissement entre 14h et 16h les après-midi, ou bien comme d'autres élèves qui vont travailler sur la modélisation, parce qu'on peut aussi créer des modèles, sur la ville intelligente. Ils ont travaillé à plusieurs classes, en plusieurs territoires, sur l'économie énergétique que cela implique. Ils ont utilisé des modèles informatiques pour ça. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Et une fois, on a fait le pari que vos enseignants et vous avez fait ce type de cheminement. Il ne faut pas le faire tous les ans dans toutes les disciplines, parce que vous imaginez, on ne fait plus rien d'autre. Eh bien, vous êtes outillés pour développer votre esprit critique, parce que vous aurez appris à retracer votre cheminement intellectuel, l'argumentation d'une autre personne ou de notre groupe de personnes, exiger les sources, exiger la méthode pour faire confiance et comprendre pourquoi l'école, qui est un sanctuaire auquel vous pouvez faire confiance,
vous apprend à utiliser les méthodes, qu'elles soient celles du CLEMI, vos profs, ou ce que peuvent vous proposer les aventuriers ou d'autres dispositifs, en dehors de l'école, qui est beaucoup moins sanctuarisée, infiniment moins sanctuarisée. L'école est utile. Même lorsque vous étudiez, moi j'ai arrêté de faire des maths en terminale, j'ai pas beaucoup regretté après, mais ça m'a été toujours utile, cette manière formelle de poser un prémisse et d'obtenir une démonstration, apprendre à justifier. Je justifie pas pareil en maths qu'en SVT, qu'en histoire. Et tous ces outils-là m'aident à décoder le monde qui m'entoure, qu'il soit un monde réel, des faits, ou des faits colportés, qui peuvent être faux ou vrais par des réseaux sociaux, etc. C'est une méthodologie qu'on vous donne, une méthodologie puissante, parce qu'elle vous donne accès à une pensée conceptuelle et problématisante. Et en fait, je vous ai raconté un petit peu là une histoire, comment ça se passe dans les classes, en vous donnant des exemples. Mais pour de vrai, on est parti de quelque chose de très loin. On est parti d'un voisin européen de l'Allemagne. Est-ce que, parmi vous, il y en a qui sont en classe bilingue, ils font de l'histoire en allemand? D'accord. Eh ben, est-ce que vous avez remarqué des différences entre vos manuels d'histoire en Allemagne et vos manuels d'histoire en France? Une manière d'enseigner différente. Vous avez déjà été dans des classes d'histoire en Allemagne? Non. Eh ben, les Allemands, je vais vous raconter, c'est très difficile, c'est compliqué d'enseigner l'histoire en Allemagne. Parce qu'ils ont une histoire moderne, lourde, compliquée, potentiellement culpabilisante, potentiellement donnant lieu à... Mais c'est même pas des débats en classe, c'est pire que des débats. Et ils ont beaucoup travaillé sur la manière de transmettre l'histoire. Ils ont dit, on ne peut pas transmettre. Et je vais vous lire une citation. C'est un historien, un chercheur en histoire de l'éducation allemand, qui s'appelle Rainer Bendig. Alors, je vais vous la lire, elle est très courte, et elle va vous faire un petit peu réfléchir. Il dit, sous un régime démocratique pluraliste, la simple propagation des valeurs est interdite. Et j'entends bien, valeurs, elles peuvent être positives, négatives, on est d'accord ou pas, elle est interdite. On n'a pas le droit de propager des valeurs. Il faut plutôt encourager les élèves à prendre eux-mêmes des décisions référées aux valeurs, et à trouver une position personnelle face aux valeurs existantes. C'est compliqué de vous demander de construire des jugements personnels. Et alors, je vous donne un exemple que Rainer Bendig donne toujours. Il dit, on a en classe, souvent, en Allemagne, des élèves négationnistes qui disent, non, nous, on n'est pas coupables, la Shoah n'a pas existé. Le prof allemand, il va pas lui dire, t'as tort, c'est faux, qu'est-ce que tu racontes, et complotiste, je ne sais pas quoi. Il dit, on va chercher les sources qu'ils disent. On va travailler dessus. Tu vas me prouver ton point de vue. Il va lui renvoyer le mien. Il va l'obliger à utiliser les méthodes de l'historiographie, chercher des archives, chercher le consensus scientifique. Parce que là, on a parlé de débat. Les scientifiques débattent, ils ont des méthodes de débat qui s'appellent dissensus, hypothèse, consensus. Il faut que la communauté, selon une méthode, trouve un résultat. Et là, l'élève, il est confronté à la méthodologie en histoire que nous, on vous propose. Et d'ailleurs, il y a un historien français avec lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle Patrick Boucheron. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous travaillent avec lui. Et il dit, les élèves qui sont complotistes, c'est très bien. C'est la première marche de l'esprit critique, plutôt que de les condamner, leur dire, bravo, tu ne crois pas ce qu'on te raconte, mais prouve ce que tu racontes. Utilise une méthode. Utilise les outils qui sont à ta disposition. Et il nous renvoie, parce que moi je suis aussi enseignante, à nous-mêmes, notre responsabilité. C'est à nous de se former à ça. Vous ne pouvez pas l'inventer tout seul. Et il dit, votre métier, faire passer, c'est une manière d'inventer. Donc à nous d'inventer les manières de vous faire passer, comment débattre, trouver des controverses, échanger, discuter, trouver des consensus scientifiques. Je voudrais revenir à ce que vous disiez, Monsieur Hourier, en tant que proviseur. Comment justement est-ce que les débats qui sont organisés dans votre lycée, alors on a bien vu aussi bien en vie scolaire que dans les cours, etc. Comment est-ce que ça peut affiner l'esprit critique? C'est-à-dire comment, en reprenant l'exemple d'Ange Ansour, on peut discuter de tout. Moi, 5 secondes de témoignage après les attentats de Charlie Hebdo, on m'a demandé d'intervenir dans les collèges et dans les lycées pour justement organiser des débats. C'était peut-être trop tôt après
après les événements dramatiques, mais en tout cas, j'ai éprouvé, moi, parce que je suis pas pédagogue, je suis journaliste, beaucoup de difficultés à organiser ça. Comment vous faites, vous? Il n'y a pas une recette, hein. J'ai pas de recette. On a simplement des positionnements avec l'équipe pédagogique constants. À savoir qu'on n'investit pas tant que ça cette image d'école sanctuarisée. Plus l'école elle sera ouverte sur le monde, plus elle sera perméable, mieux on accompagnera les élèves dans leur formation, leur structuration. Donc ça, c'est un positionnement qu'on peut avoir à titre personnel et que j'essaye pour parvenir à partager avec le service de vie scolaire ou les professeurs. Donc on peut parler de tout, mais pas n'importe comment. Et il faut toujours avoir bien présent l'esprit son objectif à l'instant T. Ça peut varier quand on est dans la réaction face à un drame, une tragédie nationale. Voilà, la structuration sera peut-être assez mince, mais on va permettre quand même aussi de libérer une parole et d'étayer quelque chose qui pourra être pris un petit peu plus tard. Alors ça c'est d'ailleurs des débats que l'on peut avoir dans le cadre du travail de mémoire. On travaille, nous, beaucoup là, avec la mission Centenaire par rapport au premier conflit mondial. Et puis, bien sûr, le traditionnel, mais intéressant concours déportation et résistance. Et là, bon, j'ai toujours dit aux enseignants, et ils sont tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de préparer un concours, il ne s'agit pas de préparer une performance. C'est tout le travail en amont. Avec un cadre, et ce cadre, c'est pas du tout un cadre réglementaire, c'est un cadre de valeurs. Et un établissement scolaire, il doit être porteur régulièrement de valeurs, et tous les débats qui peuvent être mis en œuvre dans cet établissement, donc que ce soit dans une classe d'une manière préparée, structurée, ou que ce soit dans mon bureau parce qu'un élève aura fait une ânerie, on va quand même mettre le débat en place. Voilà. Ça, c'est un positionnement intellectuel, donc on peut parler de tout, pas n'importe comment. On affiche des valeurs et on accepte cette évolution que l'école n'est plus seulement là pour former des futurs professionnels avec une unique insertion professionnelle. C'est toujours là, c'est toujours important. Mais notre mission de citoyenneté, elle est de plus en plus importante. Est-ce que, plus ou moins que l'insertion professionnelle, j'en sais rien, on ne peut pas réduire cette question-là et y répondre en 2 minutes. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de toutes les équipes qu'on est là aussi pour ça, pour une insertion sociale, une compréhension du monde dont l'insertion professionnelle fait partie, mais ça ne suffit plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Puisqu'on a beaucoup parlé d'échanges et de débats, on va quand même passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Il va y avoir des micros qui vont être passés. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main pour que je vous voie. J'étais éblouie par les lumières. Oui, avec les lumières, on ne voit pas très bien. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On sait que les jeunes s'informent beaucoup sur YouTube désormais, qui sont à fond dans le format vidéo. Et que je pense que ça devient leur première source d'information. Donc comment vous prenez cette matière comme objet de première information, et comment vous voyez les choses et comment vous en tirez parti au maximum? Je crois qu'on va demander à Serge Barbet de répondre. Vous confirmez l'aspect YouTube ou pas? Non? Qui utilise YouTube parmi vous? Levez la main. Oui, quand même pas mal. Hein. Qui utilise Snapchat? Snapchat, oui. Qui utilise Instagram? C'est les mêmes. Hein. Twitter? Facebook? Non, Facebook, c'est bon. Merci. Bon, alors... Il y en a d'autres, les plus connus, les moins connus du monde adulte. Ouais, Discord également.
Ok, TikTok également. TikTok, il y en a qui... Non. Pas trop. Oh, ok. Bon, on reprend avec cette question sur YouTube. Alors, on va faire un peu de silence parce que je voudrais répondre sur YouTube. J'ai eu une expérience cette semaine dans le cadre d'un grand événement formidable qui s'appelle les Rencontres de l'Histoire de Blois, et le thème cette année portait sur la puissance des images. Et c'était absolument un régal. J'aurais voulu rester plusieurs jours, mais véritablement, il y avait des ateliers, il y avait des conférences, il y avait tout un tas de rendez-vous absolument remarquables autour, effectivement, de ces sujets et de l'image. Et je dois dire qu'il y a eu effectivement des moments comme ça de discussion, des temps d'échange avec des jeunes. J'étais avec 2 dessinateurs de presse, dont un très connu en France, qui est Plantu, qui venait avec son association Cartooning for Peace. Et puis il y avait avec lui un dessinateur israélien qui s'appelle Kishka. Et nous étions dans un lycée de Blois. Une grande cité scolaire avec 2500 élèves, avec une grande salle, et nous sommes effectivement ces 2 dessinateurs, moi j'étais spectateur, mais sont intervenus devant les élèves, et ils ont montré tout un tas de dessins de presse. Et ce qui était extrêmement frappant, c'était les réactions de la salle, où je me suis dit, nous avons face à nous une génération de lycéens qui très probablement, très vraisemblablement, a été confronté à un moment ou à un autre dans ses pratiques de navigation à des images violentes, des vidéos violentes, dans une époque violente, parce que nous traversons une époque qui effectivement non seulement est violente, il y a eu des violences dans l'histoire, tout au long de l'histoire, mais là, le grand changement, c'est que les images de la violence, sous format vidéo notamment, sont accessibles d'un clic. Et ces dessins ne sont pas violents, ce sont des dessins, ce sont des caricatures. Ils disent quelque chose, ils portent un message. Effectivement, on est d'accord ou pas d'accord. Et effectivement, il y avait de la part des élèves des effrois par moment face à ces dessins. Et je me suis dit, est-ce que cet effroi, cette capacité à être ému très fortement par un dessin de presse, est-ce que c'est la même émotion qui traverse un jeune aujourd'hui qui va avoir affaire à des images violentes sous format vidéo Et donc je me suis rendu compte que oui, vous avez raison, YouTube, nous avons tout simplement changé d'alphabet. Et que dans l'alphabet nouveau, dans l'alphabet des pratiques informationnelles, je ne parle pas de l'alphabet numérique, mais des pratiques informationnelles, effectivement le format vidéo est privilégié, et ça n'a pas loupé. Des élèves ont pris la parole à la fin, mais pour dire, mais pourquoi vous nous montrez des dessins, nous on regarde des vidéos? Et donc, je me suis dit, ils ont une capacité d'émotion et d'indignation totale face aux dessins qu'on venait de leur montrer. Cette capacité est-elle la même face à des vidéos? Et finalement, qu'est-ce que ça dit de ces évolutions et de ces pratiques et de notre rôle, nous, l'éducation nationale, par rapport effectivement à ces nouvelles pratiques? Et c'est quelque chose qui était très intéressant parce que je peux vous dire que certains dessins ont semé la discorde. C'est-à-dire qu'il y avait débat ensuite autour effectivement d'un dessin. Et ça a été quelque chose, un moment rare finalement, et que je retiens parce qu'effectivement, il y a une éducation à faire aujourd'hui à l'image. Il y a une éducation, alors il y avait également le prix des reporters de guerre, l'image est omniprésente aujourd'hui, et cette éducation à l'image, je crois aujourd'hui est extrêmement importante, et de la même manière qu'il y a une éducation à la lecture, lire à apprendre à lire, à compter, à écrire, je crois qu'il y a une éducation à voir, qui aujourd'hui est un des enjeux piliers de l'éducation aux médias et à l'information. Alors évidemment, on est dans des considérations d'ordre théorique face à des évolutions technologiques. Je ne veux pas du tout effrayer, effectivement, et mettre en alerte, mais je crois qu'il y a quand même urgence. Et je crois que si on ne prend pas conscience de l'urgence face à cette mobilisation autour des enjeux d'éducation, aux médias, à l'information, à l'image, je crois qu'effectivement, nous pourrions courir quelques dérégulations dont j'ai parlé tout à l'heure au début de mon propos. Dans votre lycée, est-ce que il y a du travail sur la fabrication de l'image, sur l'interprétation de la vidéo, etc. On tâche de dédiaboliser toutes ces nouvelles technologies qui sont diabolisées depuis pas mal de temps dans l'éducation nationale. Hein. On est là pour se dire les choses. Diabolisées, et on tente de les dédiaboliser parce que avant tout, un téléphone portable, YouTube, tout le spectre numérique sont des outils pédagogiques épatants, à condition
qu'on arrive à changer un petit peu de paradigme, c'est-à-dire laisser tomber un petit peu l'écrit, qui a un poids très très fort sur l'histoire de notre institution, de donner toute une place à l'oral, à la dématérialisation et à tout ce que cela permet. Donc nous avons des enseignants qui sont très à l'aise pour réaliser des vidéos qui peuvent être mises en ligne ou pas, et en faire des outils pédagogiques tout à fait pertinents, que ce soit sur le réseau interne de l'établissement ou ailleurs. Des expérimentations qui se font via Facebook au niveau des langues vivantes qui sont intéressantes. Par ailleurs, nous, on a mis en place un atelier jeux vidéo. On était l'objet de toutes les suspicions, à commencer par les élèves. Voilà, on avait pris un jeu qui s'appelle Assassin's Creed, et puis on avait, avec le professeur d'histoire, on avait travaillé sur les cinématiques qui sont tout à fait pertinentes sur la Révolution française, sur la construction de l'Amérique, etc. Mais dans un premier temps, on n'était que le professeur d'histoire et moi-même à regarder les choses se faire. Les élèves n'adhéraient pas parce qu'on rentrait dans un champ qui est leur champ privé, le champ du jeu vidéo, parce qu'on a plein de gamers chez nous comme partout, et ça collait pas pour eux. Et il a fallu les rassurer, il a fallu aller vers eux en leur disant, bon, voilà, on va innover, on va essayer, on va expérimenter, ça marchera pas, on verra bien. Et puis ils sont en train de prendre tout doucement. Mais on voit bien qu'on est aussi sur ces questions de paradigme, que ce soit pour les équipes enseignantes, les équipes de direction, ou les élèves. Il y a une nécessité, moi j'appelle ça dédiaboliser, peut-être que le terme est un peu fort, mais c'est quand même un peu ce que je constate depuis quelques années. Donc, comment on s'y prend dans notre lycée? On essaye, on expérimente, et puis on essaye d'écouter vraiment le retour des élèves. Une autre question? D'autres questions? Moi, j'ai une question autour de la curiosité. C'est un mot qu'on n'a pas du tout utilisé dans ce premier tour de table. Et je sais que c'est un point clé pour tout le reste. C'est une clé pour tout le reste. Ange peut peut-être parler de ça parce que ça me semble important. Effectivement, s'aventurer par tous les projets d'éducation par la recherche, comme je disais tout à l'heure, partent de votre curiosité, de vos questions premières, qu'il s'agit de transformer en questions scientifiques. Parce que la curiosité à elle seule, c'est un moteur motivationnel, mais ce n'est pas suffisant pour construire tout un raisonnement, etc. Et je dirais, on parlait de YouTube, on parle de la curiosité. Souvent, vous trouvez que l'école c'est ennuyeux, ça remplit pas votre curiosité. Est-ce que je me trompe? Ah oui, voilà, non, je me trompe. Je suis contente. Voilà. Non, mais comment faire en sorte, mon collègue qui parlait de travailler sur Assassin's Creed et mobiliser des outils d'analyse iconographique et historique dans quelque chose qui est un jeu, en quoi ça peut gêner? C'est pas simplement parce que c'est l'espace privé, parce que ça oblige notre regard à être curieux. C'est-à-dire ne pas adhérer à ce qu'on nous donne, avoir derrière. Parce que curieux, c'est pas simplement poser des questions de manière spontanée, la première chose qui me passe dans la tête, mais c'est aussi vouloir toujours soulever et regarder ce qu'il y a dans les coulisses. Ne jamais accepter Assassin's Creed, on peut passer des heures à jouer, c'est très chouette, mais on peut aussi faire des pauses et, pour revenir à l'historien, parce que c'est Patrick Bouchon dit « Ah, mais attention !» parce que c'est un très grand historien de l'image. Il dit, avant d'interpréter, on décrit, on regarde. Et il y a une éducation de la curiosité, apprendre à décrire. Voilà, il y a telle vitesse d'image par minute, comment est composé l'espace, ne pas reconnaître, mais commencer par connaître. Et ça, c'est un formidable moteur pour la curiosité. Quand vous vous demandez pourquoi c'est organisé comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, pourquoi ce youtubeur, il a de la réputation, quels sont les régimes de réputation, voilà. Et c'est quelque chose qui est pareil, qui peut servir à l'école, qui peut servir à l'extérieur de l'école. Par exemple, dans les classes avec lesquelles on travaille,
quand on propose aux élèves, par exemple, de travailler sur le cerveau, on va travailler une année sur les neurosciences. L'enseignant a prévu de travailler sur la mémoire. Et quand le scientifique est venu dans la classe, il leur a raconté ce qu'il faisait lui dans son labo. Et ils ont découvert qu'on pouvait travailler de manière scientifique sur les émotions et la peur. Eh ben, ils ont décidé de changer de sujet et de travailler quels sont les mécanismes déclencheurs de la peur. Comment on l'appelle ? Nos mécanismes cérébraux qui, après, ce sont des émotions, donc c'est quelque chose de brutal, qu'on peut transformer que nous on vit en tant que sentiment, donc c'est l'expérience subjective de l'émotion. Donc tout ce travail est né juste de la curiosité. Ah, on peut travailler l'émotion comme un sujet. Alors la curiosité ? La curiosité, je dirais qu'il faut la susciter, mais ça c'est un cliché. On peut commencer par un cliché quand même. Voilà. Il faut la susciter. Oui. C'est une dynamique qui s'auto-engendre, la curiosité. Hein. Quand un individu est parti dans une dynamique de curiosité, on a bien du mal à l'arrêter, et tant mieux. Donc ça doit être, et ça ne l'est pas formalisé encore aujourd'hui, un des objectifs, mais dès le premier degré. Là, quand je parle de curiosité, je parle à mettre en place auprès des jeunes. J'en appelle au travail tout à fait remarquable fait par nos collègues du premier degré, depuis la dernière année de maternelle et jusqu'au CP et beaucoup plus loin, pour donner des premiers éléments scientifiques, culturels, comprendre son environnement, regarder dans la rue, dans sa famille, et puis commencer à planter des choses que nous on récupère après au collège et au lycée. Ceci dit, la curiosité, c'est comme la motivation, hein, en termes de recherche scientifique. La réponse, elle est loin d'être évidente, et c'est un objet de recherche et de débat qui est très très ancien. Et là, je suis pas sûr qu'on atteigne encore le consensus. Donc, on bricole, mais dans le bon sens du terme. Ok, oui. Juste là-dessus, je crois que sur ce sujet-là, c'est ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous est asséné et de ne pas recevoir un contenu quel qu'il soit comme une vérité absolue, mais effectivement l'interroger. Et j'ai dit tout à l'heure effectivement que c'était quelque chose qui était au cœur des pédagogies actives autour de l'éducation aux médias et à l'information, qui tend quand même à mettre l'élève en situation de production, et qu'il y a des démarches d'investigation. Je crois que ce qui fait l'essence des apprentissages, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit, que l'on retrouve effectivement dans l'exercice médiatique des journalistes. Je pense que c'est un principe de base, effectivement, du fonctionnement démocratique de nos sociétés. Et donc, effectivement, dans les pratiques, créer un média scolaire, effectivement, c'est un outil extrêmement intéressant. Favoriser les démarches d'investigation par les élèves de pourquoi telle image me parvient, comment elle est parvenue à moi, qui a émis cette image, qui en est l'auteur, est-ce qu'elle est référencée. Aujourd'hui, voilà les enjeux effectivement de ces pédagogies que nous promouvons. Alors nous le faisons au travers plein d'expériences, et je dis toujours, encore une fois, ce sont les enseignants qui mènent ces actions-là, les professeurs dans tous les champs disciplinaires, les professeurs documentalistes qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils ont un rôle tout à fait important dans cette mise en œuvre. Il y a une question là-haut. Oui, bonjour. J'avais une question sur un petit peu les limites et les choses qu'on peut faire dans les débats. Donc, je pense en particulier un cas pratique sur des cours, par exemple en sciences civiles de la Terre, où on discute de l'évolution, Darwin et compagnie. Et on peut assez rapidement se trouver confronté à d'autres théories qu'on va dire plus créationnistes, pour faire simple. Et donc, bon, il n'y a pas de problème à discuter pourquoi scientifiquement, les preuves, ainsi de suite. Et la question, en tant qu'enseignant, arrive au moment donné, il y a des limitations, on doit respecter la neutralité sur les religions, tout ça, pas rentrer là-dedans. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut donc discuter, dire voilà l'effet scientifique, et quand on se reçoit des trucs, mais non, c'est pas vrai, est-ce que je dis bon, ben j'arrête parce que là, ça dépasse mon champ d'action, j'ai pas le droit d'en parler, ou est-ce qu'on peut dire attention, je suis quand même un scientifique, voilà l'effet. Donc un petit peu, c'est pratico-pratique, hein, mais les lignes du débat, jusqu'où est-ce qu'on peut débattre, très bonne question, oui. Quel moment il faut s'arrêter. J'ai eu ce cas en classe, parce que j'étais enseignante, et l'élève a amené un livre de documentation, enfin de littérature jeunesse, un documentaire jeunesse,
créationniste, mais qui adopte tous les codes visuels, iconographiques, ludiques, avec des pseudo-preuves scientifiques qui pour faire contrepoids au discours scolaire. Donc il était là, et comme on ne pouvait pas lui interdire d'exprimer et de montrer, et ça a créé un moment de scepticisme et de flottement chez les autres élèves, parce que c'était plus que seulement discours scientifique contre croyance. Il avait, il y a des mots là-dessus, voilà, il essayait de maquiller une croyance en discours scientifique. Donc voilà, j'ai les mêmes codes visuels, j'ai les mêmes types d'argumentation. Voilà. Et ça a été un long travail de démonter les images qui se voulaient comme preuves, de travailler. Et puis là, on a discuté, au-delà de croyances, opinions, ça va, on a dit, il y a des régimes de vérité qu'on ne peut pas discuter. Et puis des régimes de validation. Et nous, à l'école, on est dans la validation. Et ce livre, il fallait remettre ce livre à sa place. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime de validation, ce livre. C'est un livre qui entraîne autrui dans l'erreur, parce qu'il veut nous faire croire ce qu'il n'est pas. Il est une croyance, ça peut être c'est un livre de croyance, il est libre. Et effectivement, pour les enseignants, moi je l'ai vécu et c'était très difficile, et ça m'a pris du temps. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai pas dit, je ne veux pas en parler. Moi, c'était pas parler de c'est vrai ou faux. Je dis voilà, c'est un régime de vérité, c'est pas un régime de validation. Alors, on remet le débat dans un double cadre. Le premier cadre, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'épistémologie. Donc ça, l'enseignant, on est dépositaire. Le deuxième cadre, ce sont les valeurs de la République. Si on est dans ce contexte-là, comme je le pense. Voilà. Là, ça va être les limites, ça va être le cadre. Après, les limites du débat, comme disait Madame, il faut démonter le côté parfois pernicieux du langage. Il faut qu'on se réapproprie tous, dans les équipes pédagogiques et éducatives, tout l'enjeu du langage. Et je ne parle pas seulement de la langue, je parle de tous les langages et tous les codes. C'est tout un travail de sémiotique qui doit être réapproprié par l'école pour que personne, et surtout pas un enseignant, soit mis mal à l'aise par rapport à quelque chose qui surgit d'une manière brutale, inattendue, et qui aurait pour nous, qui fera appel à un instinct de protection en disant bon, j'arrête le débat. Mais je comprends qu'on puisse être dans cette position-là. Et quelque part, c'est un peu baisser les bras. Et donc, on peut l'arrêter temporairement à l'instant T et puis continuer son activité. Mais je pense que le débat, il faut pouvoir le reprendre à un autre moment, peut-être avec d'autres acteurs, peut-être dans une co-animation, peut-être avec un CPE, voilà. Mais il faut aller au bout du débat et aller au bout de ce qu'on veut démontrer et se réapproprier, nous, nos valeurs, nos codes d'épistémologie. Quelque part, on va devoir faire la démonstration que nous, enseignants, on a raison à l'instant T, dans l'état actuel des valeurs. On peut permettre à l'élève de s'exprimer, mais il va falloir démontrer, par ce travail sur le langage et les codes et tout un processus de séduction et de conviction qui peut exister auprès de beaucoup de groupes et groupuscules. Et là, voilà, c'est une question sur laquelle le professeur ne doit pas rester tout seul, en fait. Voilà, je pense qu'il faut, au moment, partager dans l'établissement scolaire cette difficulté à tous les niveaux et organiser le moment où on va pouvoir épuiser le sujet avec l'élève qui pose problème. C'est l'enjeu de vérification de l'information que vous évoquez. Parmi les plus gros sites diffuseurs de fake news en France aujourd'hui, sans les citer, ils se trouvent dans le domaine des sciences et de la remise en question des avancées scientifiques, des progrès de la recherche, avec effectivement des effets très quantifiables. Et donc, effectivement, la notion de vérification de l'information, d'interroger les sources, doivent également être convoquées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement dans une éducation aux médias et à l'information qui tendrait à se restreindre au seul champ médiatique, mais évidemment, aujourd'hui, on est sur ces sujets-là fortement mobilisés, puisque, comme vous venez de le souligner avec un cas concret, nous sommes sur une remise en question et une montée des radicalités dans tout un tas de domaines qui exigent
une rationalité à opposer en face. On a cité Descartes tout à l'heure, mais je crois qu'on est véritablement aujourd'hui au cœur des enjeux de l'école, qui sont les enjeux historiques, et effectivement, qui exigent, compte tenu de la profusion, de l'infobésité, pour employer un néologisme, de chacun élever son niveau de jeu. Et effectivement, d'acquérir un certain nombre de méthodes qui doivent permettre, sans opposition frontale avec l'élève, parce que ce serait totalement stérile et contre-productif, de pouvoir l'accompagner dans un raisonnement où il prend conscience par lui-même, effectivement, de la fausseté ou des présupposés qu'il peut avoir en fonction de l'information, d'où il l'a obtenue. Et donc, on doit pouvoir l'interroger là-dessus. Je dirais juste, je me permets de rebondir à ce que vous disiez par rapport au langage. Avec les dispositifs Saventuaire, on encourage beaucoup les enseignants à faire un dictionnaire français-français. C'est-à-dire un français commun, français notionnel et conceptuel. C'est-à-dire quand on parle de évolution, dans le sens commun, ça a un sens. Dans le sens scientifique, ça désigne, c'est un concept qui désigne une procédure, une connaissance. Et en fait, beaucoup les platistes, les contre-évolutionnistes jouent sur le manque de connaissance de la définition exacte du terme. Et c'est ce que je dis. Voilà, il y a une manière de dire, tu es contre l'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La datation, le processus, la validation, les consensus, l'évolution de la science. Et ils sont souvent, pour ne pas dire systématiquement, désarmés face à la redoutable précision conceptuelle des sciences. Et que ce n'est pas du narratif. Et ça, c'est imbattable. Enfin, quand on est isolé, moi j'étais professeur des écoles et pas enseignant dans le second degré, donc je n'avais pas de CPE, je n'ai pas de prof doc, je suis seule et isolée. Et donc, isolée dans mon établissement. Après, je peux faire appel à X ou Y, mais revenir qu'à l'école, on apprend le français notionnel, et c'est quelque chose de vraiment très puissant. Mais ça implique un grand recul épistémologique des enseignants, une maîtrise pluridisciplinaire, pas simplement dans sa discipline, mais en histoire des sciences, en histoire, je n'énumérerai pas toutes les disciplines, la philosophie, etc. Mais il y a ce recul, dire à l'élève, le mot chaleur que tu utilises comme ça, c'est pas la chaleur en physique. La chaleur en physique, ça veut dire tel phénomène que je peux quantifier. Et ça, c'est assez efficace. Une autre question ? Oui, monsieur ? Non ? Oui, ensuite là, mais on va commencer par monsieur en haut. Oui. Je me demandais si une difficulté, outre le fait qu'il y a de plus en plus d'informations disponibles, c'était aussi le fait que par rapport à quelques décennies, cette information, elle n'est pas identifiée. Avant, pour reprendre ce que vous avez dit, il y avait une dizaine de grands médias, on va dire, télévision, presse, radio. Ils étaient clairement identifiés, public, privé, groupe d'intérêt économique, sensibilité politique, et que maintenant, l'éducation nationale est en difficulté parce que les informations, elles ne sont pas identifiées. On ne sait pas finalement ce qu'il y a derrière. Et le réflexe, peut-être, serait de se sanctuariser, c'est-à-dire de se refermer pour ne pas faire rentrer dans l'éducation nationale, dans l'école, ces informations, mais en prenant le risque, du coup, de ne pas pouvoir les décrypter et donner donc aux élèves les informations qui leur permettraient de voir ce qu'il y a derrière ces informations. La réponse est inclue dans la question. Et vous avez raison de souligner que la difficulté... Alors moi, je dirais simplement, pas simplement l'éducation nationale est-elle en difficulté, je dirais nos sociétés démocratiques, j'ai parlé de nos démocraties, sont-elles menacées effectivement par ces modes de fonctionnement, de diffusion de l'information, effectivement aujourd'hui cette profusion de l'information. Et donc effectivement, vous l'avez dit, le législateur, on en a parlé tout à l'heure, tente de réguler, et effectivement il tente de faire peser une responsabilité sur les épaules des opérateurs, et nous voyons bien qu'effectivement en termes de négociation actuellement entre les médias et les 10 opérateurs, les fameux GAFAM, il y a également une partie importante qui se joue, mais pour moi le nerf de la guerre c'est l'éducation. Tout doit commencer effectivement par apprendre à s'informer, c'est-à-dire identifier ab initio ce qu'est une information. Et donc effectivement, on retombe sur ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information qui sont urgents aujourd'hui. Et vous avez totalement raison de souligner que, vous savez, c'est l'exemple de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher. Voilà. Je voudrais juste signaler qu'il y a dans le milieu des médias tout un tas de travaux sur la labellisation de l'info. C'est-à-dire, Reporters sans frontières travaille sur une labellisation de l'information en termes de
qualitative de production de l'information, tout simplement. Et c'est en plus un travail international. Et dans d'autres milieux, disons, il y a d'autres travaux, groupes de recherche sur les labellisations. C'est pas la solution, mais il me semble que c'est une voie. Monsieur le proviseur, vous vouliez ajouter quelque chose? Très rapidement. L'autre souci, celui que vous évoquez par rapport à l'information, c'est un problème de filtre. Qui l'a filtré? Quel comité de rédaction, quel comité de lecture, quel comité de validation l'a filtré ou non? Et c'est là-dessus que nos enseignants travaillent déjà avec les élèves sur les différents filtres et leur identification. Excusez-moi, parce que... Oui, je voudrais juste prendre la dernière question, mais excusez-moi, je ne vous vois pas. Je me décale un peu. Non, mais c'est bon. Je voulais savoir, on parle vous avez parlé de beaucoup d'exemples qui sont déployés dans les lycées, dans les collèges, voilà, que ce soit ici dans la région ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau, il y a une prise de conscience au ministère de l'Éducation nationale et aux différents ministères de l'enseignement supérieur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un travail sur le fond et la forme de manière plus globale qui est abouti pour justement former les nouveaux chercheurs, les nouveaux enseignants, les nouveaux instituteurs de manière plus large à ce travail sur le débat et voilà, sur la mise en perspective des réflexions aujourd'hui? Il y a un travail qui est en train de se faire, qui a commencé d'une manière réelle. Je prends un exemple, c'est le texte qui a redéfini les missions des professeurs documentalistes en 2017 et qui a rappelé fortement ce travail sur l'appropriation, sur l'information, les filtres que j'évoquais à l'instant. Ça n'était pas dit de la même manière et avec la même priorité précédemment. Ensuite, il y a des positionnements transversaux à travers toutes les disciplines qu'on peut retrouver dans l'enseignement secondaire et puis dans la formation des professeurs des écoles, qui reviennent sur ce qu'on évoquait il y a quelques instants, c'est-à-dire le langage, ses ressources et ses pièges. Voilà. Donc ça se fait, ça s'écrit, ça se met en place dans les SP. Ensuite, il y a encore du travail à faire pour conceptualiser vraiment le problème, le degré de vigilance et en quoi notre pédagogie doit être une réponse systématique. Alors comment la systématiser? On a un vieil outil qu'on a souvent sous-utilisé et qu'on pourrait utiliser davantage, c'est le projet d'établissement. Le projet d'établissement, à mon sens, pourrait développer un axe majeur de travail de toute la communauté éducative sur cette question du traitement de l'information. Parce que ça concerne tout le monde, y compris les parents d'élèves, tous les partenaires que l'on peut avoir dans les établissements. Et voilà, ça c'est un outil concret dont une communauté éducative peut s'approprier. Donc initiative locale, politique d'établissement, politique de formation des enseignants, oui, c'est en train de se faire. Le chemin sera encore long, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui et tout ce qu'on peut vivre, et parce qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle, montre que la vigilance, elle est là. Avec on a déjà dépassé le stade de la prise de conscience et qu'on est déjà en train de se structurer pour répondre à la menace, quoi. De toute façon, on va en reparler à la prochaine table ronde où il y aura d'ailleurs des personnes qui travaillent en SP. Merci à tous les trois. Et merci, c'était très clair. Je vous propose de faire une pause de 10 minutes. 10 minutes. Je pense qu'ils sont cuits là.